Cette vidéo consacrée à la structure budgétaire des collectivités fait partie d'un parcours de 5 vidéos qui doit vous permettre de maîtriser l'environnement financier, budgétaire et comptable des collectivités locales. La première est consacrée aux principes budgétaires et comptables. La deuxième, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. La cinquième, enfin, au contrôle budgétaire. Nous avons vu précédemment, notamment dans l'introduction, que spécifiquement dans les collectivités locales, à la différence de ce qu'on peut trouver dans d'autres organisations, il y a une différence entre la section de fonctionnement qui intègre les opérations courantes, les opérations quotidiennes de la collectivité, et la section d'investissement qui va concerner les opérations, les biens qui vont rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. Donc chaque budget de collectivité, que ce soit un budget principal ou un budget annexe, comporte deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Pourquoi existent ces deux sections? Ces deux sections viennent de la peur historique de l'État que les collectivités n'empruntent pour payer des dépenses courantes. Il ne serait pas sain qu'une collectivité emprunte pour payer des dépenses de fonctionnement. L'emprunt, c'est un outil qui va permettre de faire financer les générations futures. Si j'emprunte aujourd'hui, et si je souscris un emprunt sur 15 ans, pendant 15 ans, je rembourserai l'emprunt. Ça veut dire que si je fais des dépenses de fonctionnement aujourd'hui, que je mobilise un emprunt et que je rembourse cet emprunt pendant 15 ans, ça veut dire que ce seront les générations de demain qui paieront pour des dépenses de fonctionnement qui ont bénéficié exclusivement aux générations d'aujourd'hui. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable, ce serait risqué. Et donc pour que les élus locaux n'aient pas la tentation de financer des dépenses de fonctionnement par de l'emprunt qui pèserait sur des générations futures, l'État a dit aux collectivités, voilà, il va y avoir deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et seule la section d'investissement pourra être financée par emprunt. La section de fonctionnement devra être financée par les générations d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'impôt ou par l'intermédiaire des tarifs prélevés pour les services publics. Les intérêts de la dette sont des dépenses de fonctionnement. Les frais financiers sont des dépenses de fonctionnement. Alors que le remboursement du capital de la dette sont des dépenses d'investissement. Les deux sections, section de fonctionnement et section d'investissement, sont étanches. Il ne doit pas y avoir de porosité entre les deux. Les seules passerelles qui existent entre le fonctionnement et l'investissement, c'est ce qu'on appelle des opérations d'ordre. Une opération d'ordre, c'est une opération qui ne donne pas lieu à mouvement de trésorerie. Si c'est une dépense d'ordre, il n'y a pas de sortie de trésorerie. Une opération d'ordre, c'est une opération qui va s'équilibrer en dépenses et en recettes. Comme l'opération s'équilibre en dépenses et en recettes, il n'y a pas de sortie de trésorerie. Un exemple d'opération d'ordre, les amortissements. Les amortissements sont une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Lorsque vous achetez un véhicule, par exemple une voiture qui vaut 10 000 euros, au fur et à mesure des années, la voiture va perdre de la valeur. La question qui se pose, c'est comment faire pour que dans 5 ans, quand votre voiture sera foutue, comment faire pour avoir accumulé suffisamment de ressources pour remplacer cette voiture? L'amortissement, qui est une dépense de fonctionnement, va permettre virtuellement de mettre de l'argent de côté en recette d'investissement. Si j'achète une voiture de 10 000 euros aujourd'hui, tous les ans pendant 5 ans, je vais amortir 2 000 euros. Ça veut dire que je vais faire une dépense de fonctionnement de 2 000 euros. Je vais rentrer cette dépense de fonctionnement dans ma poche. C'est une recette d'investissement. Et au bout de 5 ans, virtuellement, j'aurai accumulé 10 000 euros de recettes
d'investissement. Et ces 10 000 € de recettes d'investissement me permettront de racheter un véhicule sans que j'ai besoin d'emprunter. Tout ça, c'est virtuel, bien évidemment. Donc retenez qu'il y a deux sections, section de fonctionnement, section d'investissement. Retenez que seule la section d'investissement peut faire l'objet d'un financement par emprunt. Retenez que les seuls mouvements qui permettent de faire une passerelle, de faire le lien entre les deux sections, ce sont des opérations d'ordre. Des opérations d'ordre sont des opérations qui ne donnent pas lieu à mouvement de trésorerie. Et par exemple, les amortissements sont une opération d'ordre. Maintenant se pose la question, à quel moment on impute des dépenses et des recettes en fonctionnement et à quel moment, surtout, on impute des dépenses et des recettes en section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, c'est simple. La réponse, elle est de deux ordres. Les dépenses et les recettes de fonctionnement, c'est les mouvements qui concernent des opérations de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours de la collectivité. Et surtout, on va mettre en section de fonctionnement ce qu'on ne met pas en section d'investissement. Donc par défaut, tout ce qu'on ne met pas en section d'investissement, ça va être du section de fonctionnement. Et la section de fonctionnement, c'est la vie courante de la collectivité. Je paye les salaires en fonctionnement. Je paye des subventions de fonctionnement en fonctionnement, ça va sans dire. Je paye l'eau, l'électricité, les ramettes de papier en section de fonctionnement. Je paye les intérêts de la dette en section de fonctionnement. Donc tout ce qui concerne la vie quotidienne de la collectivité. En revanche, je vais utiliser la section d'investissement uniquement pour les biens qui vont rester durablement dans mon patrimoine. Durablement, qui vont rester longtemps dans mon patrimoine. J'achète une voiture, pendant 5 ans, 10 ans, je vais utiliser la voiture. La voiture est donc un actif, un élément du patrimoine. J'achète une voiture en section d'investissement. Si j'achète une ramette de papier, la ramette de papier, je vais la consommer. Je vais la consommer dans l'année ou dans l'année d'après. Si j'achète un stylo, le stylo, je vais le consommer. Je vais le consommer dans l'année. Si j'achète un ordinateur, l'ordinateur, je vais le garder 3 ans, 5 ans, 6 ans. L'ordinateur est en section de fonctionnement, le stylo est en section de... L'ordinateur est en section d'investissement, pardon, le stylo est en section de fonctionnement. Donc ce qui va rester durablement dans le patrimoine, une voiture, un bureau, un ordinateur, un terrain, un bâtiment, c'est de la section d'investissement parce que ça va rester durablement dans le patrimoine. Pour les biens, on a une règle relativement simple. C'est la valeur unitaire du bien. Si la valeur unitaire du bien est inférieure à 500 €, on va considérer que c'est de la vie courante et c'est du fonctionnement. Si la valeur du bien est supérieure à 500 €, on va considérer que le bien a une certaine valeur et donc que le bien va être utilisé sur plusieurs années. Et donc, tous les biens dont la valeur unitaire est supérieure à 500 € vont être imputés en section d'investissement. Mais il y a des biens qui ont une valeur inférieure à 500 € et qu'on va garder durablement. Par exemple, une table, une chaise, ce sont des biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € et pourtant on va les garder durablement dans le patrimoine de la collectivité. Ça doit être des investissements. Et donc, effectivement, pour toute une liste de biens qui sont en annexe à un décret de 2012, tous les biens qui sont listés dans cette annexe-là sont des dépenses d'investissement, même si la valeur unitaire est inférieure à 500 €. Pour les biens, on a une règle relativement simple. La barrière des 500 €, au-dessus, c'est de l'investissement, et la liste du décret qui permet de dire que même si ce bien a une valeur inférieure à 500 €, c'est quand même de l'investissement. En revanche, pour les travaux, c'est plus compliqué. Lorsqu'une collectivité fait des travaux de bâtiment ou fait des travaux, par exemple, sur la voirie, à quel moment c'est une dépense de fonctionnement et à quel moment c'est une dépense d'investissement? Pour les travaux, le seuil de 500 € ne fonctionne pas. Lorsqu'on a des travaux, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les travaux en question augmentent la valeur de mon patrimoine? Est-ce que les travaux en question augmentent la durée de vie de mon patrimoine? Lorsque je repeins des salles de classe dans un collège, ça peut valoir 500 000 € de repeindre toutes les salles de classe
de tout le collège. Eh bien, même malgré ce montant, ça peut ne pas être de l'investissement, ça peut être du fonctionnement. Est-ce que le fait de repeindre la salle de classe donne de la valeur supplémentaire à mon bâtiment? Est-ce que le fait de repeindre la chambre du petit dernier dans votre appartement, est-ce que ça va permettre de vendre votre appartement plus cher? Probablement pas. Est-ce que le fait de repeindre la chambre du petit dernier va permettre de redonner de la durée de vie à votre appartement? Probablement pas. C'est donc plutôt du fonctionnement. Maintenant, si vous refaites la toiture de votre maison, si vous refaites la peinture extérieure, l'étanchéité de l'extérieur, eh bien, probablement que ça va donner, vous repartez tranquille pour 10 ans, vous repartez tranquille pour 15 ans, vous repartez tranquille pour 20 ans. Probablement que parce que vous avez refait la toiture, parce que vous avez refait l'étanchéité extérieure, ça va redonner de la valeur supplémentaire à votre maison et peut-être que vous allez la vendre plus cher. C'est donc de l'investissement. Retenez que en matière de travaux, c'est pas le montant des travaux qui compte, c'est la nature des travaux. Soit ça augmente la valeur de votre patrimoine, soit ça augmente la durée de vie de votre patrimoine et c'est donc de l'investissement. Soit ça n'est pas le cas et c'est donc une dépense de fonctionnement. Les deux diapositives suivantes vont nous permettre de rentrer dans le détail des principales recettes et des principales dépenses de la section de fonctionnement et de la section d'investissement. On va d'abord commencer par examiner les dépenses et les recettes de fonctionnement de cette section-là, comme nous l'avons dit. Quelles sont d'abord les principales recettes de fonctionnement? Dans les recettes de fonctionnement, nous allons trouver les impôts locaux. En haut, vous avez les impôts et les taxes. Dans les impôts et les taxes, vous avez deux catégories d'impôts. Les impôts directs, qui sont directement payés par le contribuable aux services fiscaux, et les impôts indirects, qui sont payés par les contribuables à un opérateur économique, et cet opérateur économique, dans un deuxième temps, il reverse les impôts aux services fiscaux. Donc, en matière d'impôts, faire la différence entre les impôts directs et les impôts indirects. Quoi qu'il en soit, les impôts constituent la plus grande partie des recettes des collectivités locales. Dans une commune et une intercommunalité, on va avoir les impôts directs qui ont une part qui représente une part prépondérante. Les impôts indirects sont plus faibles, en partie. Dans un département et dans une région encore plus, il y a moins d'impôts directs et beaucoup plus d'impôts indirects. On va prendre quelques exemples. Dans les communes, les impôts indirects, on trouve jusqu'à présent la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation à la valeur ajoutée payée par les entreprises aux intercommunalités. Tout ça, ce sont des taxes directes, de la fiscalité directe. On trouve aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est aussi une fiscalité directe. À noter que la taxe d'habitation pour les communes va disparaître et être remplacée par la taxe foncière des départements que les départements n'auront plus. Pour la préparation à votre concours, n'hésitez pas à regarder les ressources qui concernent les réformes fiscales. Dans les impôts indirects des communes, on peut trouver l'impôt, la taxe sur l'électricité. Il faut savoir que quand vous payez votre facture sur l'électricité, la collectivité peut voter une taxe. Et quand vous payez votre taxe à EDF, EDF collecte une partie de l'argent qui reviendra dans les caisses de la collectivité. C'est une fiscalité indirecte.
lorsque vous payez, lorsque vous allez en vacances, vous payez la taxe de séjour. La taxe de séjour, elle est payée à l'hôtelier ou au tenancier de camping qui reverse la taxe à la commune dans un deuxième temps. C'est de la fiscalité indirecte. Troisième exemple de fiscalité indirecte, quand vous achetez une maison, vous payez des frais notariés. Et il y a une partie des frais notariés qui s'appelle les droits de mutation qui retournent à la commune, une partie un peu plus importante des droits de mutation qui retournent au département. Et donc, c'est de la fiscalité indirecte. À côté de la fiscalité, on trouve les concours de l'État, les dotations de l'État. Dans les dotations de l'État, vous trouvez 3 catégories de dotations. Les dotations forfaitaires. Les dotations forfaitaires sont calculées pour toutes les collectivités de la même façon, soit en fonction du nombre d'habitants, soit en fonction de la superficie. Mais en tout cas, que la commune soit riche, que la commune soit pauvre, une dotation forfaitaire donne un forfait pour toutes les collectivités en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la superficie, comme je viens de dire. Donc, première catégorie de dotation, les dotations forfaitaires. Deuxième catégorie de dotation, les dotations de péréquation. L'État, à travers des dotations de péréquation, va verser plus d'argent aux collectivités les plus pauvres et moins d'argent ou pas d'argent du tout aux collectivités les plus riches. Dans les dotations de péréquation, il y a 2 types de dotations de péréquation. 2 types de péréquation, 2 types de logique de péréquation. La péréquation verticale. La péréquation verticale, c'est de l'argent qui est pris sur le budget de l'État pour aller dans le budget des collectivités locales. Au titre de la péréquation verticale, on trouve 3 types de dotations. La dotation de solidarité urbaine pour les communes urbaines, la dotation de solidarité rurale pour les communes rurales pauvres et la dotation nationale de péréquation qui vient s'ajouter à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale. Dans tous les cas de figure, la péréquation verticale permet de donner de l'argent aux communes pauvres. Il y a un autre type de péréquation, c'est la péréquation horizontale. La péréquation horizontale, c'est la péréquation entre guillemets Robin des Bois. La péréquation horizontale, on va ponctionner de l'argent aux collectivités riches. Cette ponction va alimenter un fonds et ce fonds sera redistribué aux collectivités pauvres. On appelle ça la péréquation horizontale parce qu'on prend aux collectivités riches pour donner aux collectivités pauvres. Quels sont les critères pris en compte pour déterminer qu'une collectivité est riche ou qu'une collectivité est pauvre? On va utiliser la notion de potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, c'est l'argent qu'aurait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux. Comme on applique des taux moyens nationaux à toutes les collectivités, toutes les collectivités sont mises sur un pied d'égalité. Et on va regarder quels sont les potentiels fiscaux les plus élevés. Ce seront des collectivités riches. On leur prendra de l'argent ou on ne leur en versera pas. Et quelles sont les collectivités avec le potentiel fiscal le plus faible? Et ces collectivités avec le potentiel fiscal le plus faible bénéficieront d'un soutien de l'État. Donc, première logique de dotation, les dotations forfaitaires. Je verse la même somme à tout le monde en fonction du nombre d'habitants. La dotation de péréquation, je verse de l'argent aux plus pauvres. Et il y a une troisième logique de dotation, c'est les dotations de compensation. Lorsque l'État, en 1982, transfère de nouvelles compétences aux communes, il transfère les compétences, ça veut dire qu'il transfère les dépenses. En contrepartie des dépenses transférées, l'État transfère également les ressources qui vont avec. Et les ressources qui vont avec, ce sont des dotations de compensation. Par exemple, la dotation générale de décentralisation est une dotation de compensation. Je t'ai transmis une compétence, avec la compétence, je t'ai transmis la dépense. En face de la dépense, je te transmets une dotation de compensation. Donc on va trouver des dotations de compensation qui sont versées non pas aux riches, non pas aux pauvres, mais qui sont versées aux collectivités qui récupèrent une compétence de plus et des dépenses de plus, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres. Dans les dotations de compensation, on va avoir également des dotations de compensation lorsque l'État fait une réforme fiscale. Lorsque l'État fait une réforme fiscale, il supprime des impôts.
comme l'État supprime des impôts, il supprime une recette. Et comme l'État supprime une recette, il faut qu'il compense la recette. Et donc l'État, lorsqu'il supprime des impôts, il peut remplacer l'impôt supprimé par un nouvel impôt à la même hauteur, ou alors il peut remplacer un impôt par une dotation de compensation. La difficulté, c'est que la dotation de compensation, elle n'évolue pas de façon aussi dynamique que l'impôt perdu par la collectivité. J'ai une taxe professionnelle qui évoluait de façon dynamique d'une année sur l'autre. Une partie de la taxe professionnelle a été remplacée par des impôts qui vont avoir une certaine dynamique, peut-être moins importante, et une partie de la taxe professionnelle a été remplacée par des dotations de compensation. Ces dotations de compensation n'augmentent pas d'une année sur l'autre. La collectivité perd donc l'effet du dynamisme. Mais pire encore, chaque année, l'État souhaite donner plus de moyens à la péréquation. Et pour donner plus de moyens à la péréquation, alors que l'enveloppe de l'État est figée, et ben pour donner plus d'argent à la péréquation, l'État prend sur la partie compensation. C'est-à-dire que les dotations de compensation, non seulement elles sont moins dynamiques que la fiscalité qui a été supprimée, mais en plus les dotations de compensation, elles diminuent d'une année sur l'autre parce que l'État s'en sert comme variable d'ajustement de façon à faire moins de compensation et plus de péréquation. Donc retenez que dans les dotations de l'État, il y a 3 catégories. Les dotations forfaitaires, pour tout le monde pareil en fonction du nombre d'habitants. Les dotations de péréquation, je donne plus d'argent aux pauvres. Et les dotations de compensation, je compense des charges que j'ai transférées ou je compense des réductions de fiscalité que j'ai opérées. Enfin, dans les recettes de fonctionnement des collectivités, on va trouver les recettes tarifaires. 2 types de recettes tarifaires. Je suis une collectivité, je propose des services publics. La cantine scolaire, les crèches, la médiathèque, l'ALAE entre midi et 2, le centre de loisirs le mercredi. Je propose des activités sportives, je propose l'entrée à la piscine. Tous ces services publics donnent lieu à de la facturation qui va rentrer, à des tarifs qui sont facturés et qui va rentrer dans les recettes de fonctionnement. Mais la collectivité, c'est aussi un domaine public. Et ce domaine public peut faire l'objet de recettes, de valorisation. Par exemple, je suis une collectivité qui autorise des restaurateurs et des tenanciers de bars à utiliser la terrasse. La terrasse, elle est installée sur le domaine public. En contrepartie de la terrasse, je vais appliquer des tarifs. Et donc, ça va être une recette de fonctionnement de la collectivité. La collectivité, elle peut organiser des marchés de plein vent. Et donc, en contrepartie des marchés, les forains qui vendent leurs marchandises au marché sont tenus de payer à la collectivité une partie de droits pour utiliser le domaine public. Voilà de façon très schématique les 3 types de recettes de fonctionnement: les impôts locaux, directs ou indirects, les dotations de l'État, forfaitaires, péréquation ou compensation, et les tarifs, le produit des services publics, qui peut être lié au fonctionnement du service public ou qui peut être lié à l'occupation du service public. Dans les dépenses de fonctionnement, on va trouver, qui occupent la part la plus importante, les dépenses de personnel. On va trouver aussi les charges à caractère général: l'eau, l'électricité, les ramettes de papier, les études et prestations de services qu'on commande à des partenaires. Ce sont les charges à caractère général, la deuxième grande catégorie de dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses d'intervention, on va trouver notamment toutes les subventions que la collectivité verse. Dans les subventions, il y a les participations aux syndicats intercommunaux. Il y a les participations obligatoires, par exemple aux services départementaux d'incendie et de secours. Il y a toutes les subventions versées aux associations. Et vous voyez que toutes les recettes de fonctionnement ne sont pas consommées dans le train de vie courant de la collectivité. La collectivité n'a pas tout consommé. Et en bas, en bleu, vous trouvez ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Pour une collectivité, c'est comme pour vous. Vous avez votre salaire. Avec votre salaire, vous avez un certain train de vie. Et normalement, si tout se passe bien à la fin du mois, vous dégagez une capacité d'épargne. Vous, la capacité d'épargne, vous la mettez
à la banque et pendant plusieurs années, votre épargne, elle grossit. Et quand votre épargne est suffisamment grosse, vous pouvez investir en achetant une voiture ou en achetant une maison ou un appartement. Et bien pour une collectivité, c'est un peu pareil. Elle a des recettes de fonctionnement, c'est ce qui correspond à votre salaire. Elle a des dépenses de fonctionnement, c'est ce qui correspond à votre train de vie, à la vie quotidienne. Et comme vous, elle a une capacité d'épargne. Mais à la différence de vous, on va voir que la collectivité investit. En ce qui concerne les recettes d'investissement, on trouve la capacité d'épargne ou la capacité d'autofinancement. On trouve les dotations et subventions, notamment pour financer les projets d'investissement, mais aussi des dotations de l'État qui sont des dotations forfaitaires, comme le FCTVA, le Fonds de compensation de TVA, qui est une dotation et non pas un remboursement de TVA, et qui est versé, calculé en fonction des investissements réalisés 2 ans avant. Cette dotation d'investissement, de même que la dotation générale d'équipement pour certaines collectivités, n'est pas fléchée, n'est pas affectée à certains investissements. Elle sert à l'équilibre global de la section d'investissement. Et enfin, dans les autres recettes d'investissement, nous avons les emprunts dont on a parlé tout à l'heure. Toutes ces ressources d'investissement servent à financer d'abord le remboursement du capital de la dette. Et le remboursement du capital de la dette doit être couvert pour une bonne gestion par l'épargne brute. L'épargne brute doit être supérieure au remboursement du capital de la dette. Viennent ensuite les dépenses d'équipement des collectivités, qui sont les opérations d'acquisition ou de travaux pour lesquelles les collectivités sont responsables. Et enfin, des subventions d'investissement que la collectivité peut verser à des tiers, soit des tiers privés, soit des tiers publics. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.